qu'il avait fait à l'âge de 15 ans. C'est plus qu'il n'en faut, quand on y pense, pour donner l'impression qu'une immense main invisible plonge au cœur de la fourmilière des hommes, les agrippe par l'épaule, fait s'entrechoquer leur crâne et tourne de force les regards de cette multitude inconsciente vers des objectifs inconcevables dans des directions insoupçonnées. Son père ne lui pardonna jamais vraiment cette stupide incartade. « On aurait pu faire sans lui, » devait-il répéter plus tard. Mais j'y avais la boutique. Un fils unique, par-dessus le marché. Sa mère fondit en larmes après sa disparition. Comme il n'avait pas songé un seul instant à laisser un mot d'explication, il fut donné pour mort et pleurait jusqu'à l'arrivée, 8 mois plus tard, de sa première lettre en provenance de Talcahuano. Elle était brève et comportait notamment l'indication suivante. « Nous avons eu très beau temps pour la traverser. » Mais il allait sans dire dans l'esprit de son auteur que la seule nouvelle d'importance était autre. Son capitaine, le jour même où McVeer avait écrit la lettre, l'avait inscrit sur les registres du bateau en qualité de matelot léger. « Parce que je ne rechigne pas à la tâche », expliquait-il. Sa mère pleura à nouveau à chaudes larmes. Quant au père, il se fendit en tout et pour tout d'un « Quel crétin, ce Tom !» C'était un homme corpulent, doué pour le persiflage insidieux, qualité qu'il exerça jusqu'à la fin de sa vie dans ses rapports avec son fils, tempéré d'une touche de pitié, de celle qu'on témoigne au simple d'esprit. Par la force des choses, McVeer ne rentrait que rarement chez lui, mais au fil des ans, il adressa d'autres lettres à ses parents, les tenant informés de ses promotions successives et de ses déplacements de par le vaste monde. Dans ces missives figuraient des phrases comme « La chaleur ici est très forte » ou « Aujourd'hui, jour de Noël, à 4 heures de l'après-midi, nous avons croisé des icebergs. » Ses parents finirent par se familiariser avec un grand nombre de noms de bateaux, ainsi qu'avec le nom des capitaines qui les commandaient. Sans oublier les noms d'armateurs écossais et anglais, les noms de mer, d'océans, de détroits, de promontoires, et les noms exotiques de ports spécialisés dans le bois de construction, le riz, le coton, les noms d'îles, le nom de la fiancée de leur fils. Elle s'appelait Lucie, mais il ne lui vint pas à l'esprit de préciser s'il trouvait ce nom joli. Puis, ses parents moururent. Le grand jour du mariage de McVeer arriva à son heure, peu après l'autre grand jour où on lui confia son premier commandement. Tous ces événements se déroulaient bien des années avant la matinée où, dans la chambre des cartes du vapeur Nanshan, l'attention du capitaine fut saisie par la baisse d'un baromètre qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute. Compte tenu de l'excellente qualité de l'instrument, de la période de l'année, de la position du navire sur le globe terrestre, la chute était de très mauvais augure. Mais le visage rouge du capitaine ne trahissait aucun émoi intérieur. À ses yeux, les présages ne comptaient pour ainsi dire pas, et il ne découvrait le sens d'une prophétie que lorsque sa réalisation le lui avait mis sous le nez. Pour une chute, c'en est une. Pas d'erreur, pensa-t-il. Il doit rôder du sale temps vraiment pas ordinaire dans les parages. Venant du sud, le Nanshan faisait route vers le port ouvert de Fucheu, transportant des marchandises à fond de cale, ainsi que 200 coolies chinois qui regagnaient leur village de la province de Fukien après des années de travail dans diverses colonies tropicales. La matinée était belle. La mer d'huile se soulevait sans le moindre scintillement et il flottait dans le ciel une étrange nappe de brume blanche, comme un halo voilant le soleil. Le pont avant, où s'entassaient les Chinois, regorgeait de vêtements sombres, de visages jaunes et de nattes, le tout rehaussé çà et là de nombreuses épaules dénudées, car il n'y avait pas un souffle d'air, et la chaleur était accablante. Les coolies paraissaient, bavardaient, fumaient, ou regardaient fixement par-dessus le bastingage. Certains tiraient de l'eau sur le côté et s'en arrosaient mutuellement. Quelques-uns dormaient sur les panneaux d'écoutille, d'autres encore, par petits groupes de 6, mangeaient, assis sur les talons, autour de plateaux de fer portant des...